Alors, en début de cette édition spéciale, donc, paru une énorme breaking news qui vient d'être publiée il y a quelques secondes par le Wall Street Journal qui annonce que le département de la justice, Pam Bondi, avait prévenu avait prévenu Trump que son nom, au mois de mai, elle avait prévenu Trump que son nom figurait dans le dossier Epstein. On se rappelle que pourquoi le mois de mai, pendant tout le mois de mars, Pam Bondi avait nommé 1000 agents du FBI pour étudier les centaines de milliers de pages du dossier Epstein. Elle leur avait demandé de mettre de côté, de flag, c'est le terme, on vous en a parlé, cette lettre du sénateur Durbin. C'est là qu'on voit que ces lettres de sénateurs qui sortent des informations, on va en parler tout à l'heure plus tard, sur une autre lettre d'un sénateur qui a été envoyée ce matin à Pam Bondi. Ça permet de faire avancer l'enquête. Et donc, elle avait demandé à ses agents de mettre tout ce qui était de côté concernant Donald Trump. Et donc, le Wall Street Journal, exclusif, encore une fois, c'est déjà eux qui avaient sorti le scoop de la lettre du 50e anniversaire envoyée par Donald Trump via Ghislaine Maxwell à Jeffrey Epstein. Et donc, nouveau scoop du Wall Street Journal qui est poursuivi du côté de la Floride, déjà pour diffamation dans une plainte complètement ridicule. On vous l'a épluché. Et donc, nouvelle révélation, je le répète, le département de la justice a dit à Trump au mois de mai que son nom figure parmi d'autres dans le dossier Epstein. On précise en sous-titre que elle a, lors d'une rencontre avec Donald Trump, Pam Bondi a expliqué qu'il ne fallait pas sortir le dossier Jeffrey Epstein parce qu'il y avait de la pornographie enfantine et le besoin de protéger les victimes. On sait que c'était la première excuse que l'on voulait utiliser. Tout à l'heure, je vais vous démontrer pourquoi cette excuse n'a pas de sens. Jamais personne n'a souhaité évidemment la publication de ce genre d'informations. Il y a énormément d'autres choses dans ce dossier Epstein, entre autres sur son réseau financier. Donc voilà, j'explore le scoop en même temps que je le découvre. Et donc c'est ce que je vous disais, c'est lors de cette étude de ces documents, ce fameux truckload of documents que Pam Bondi ils ont découvert que le nom, la ligne est extrêmement importante, le nom de Donald Trump apparaissait de multiples fois dans le dossier Epstein. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump est accusé des mêmes crimes que Jeffrey Epstein? Non, évidemment, non. Il a, comme je vous le disais en introduction de cette émission, il a fréquenté, c'était le meilleur ami de Jeffrey Epstein pendant 17 ans. Donc c'est normal que le nom apparaisse dans ce cadre-là. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de l'administration Trump, on a décidé de ne pas avancer sur ce dossier parce que peut-être, moi c'est ma théorie depuis le début, c'est que les informations qui sont à l'intérieur démontrent que Donald Trump a été au courant bien avant le procès de Epstein du côté de la Floride en 2008-2009 et ensuite en 2019, que Donald Trump était bien au courant de certains agissements de Jeffrey Epstein et n'a rien dit. C'est une constance dans son entourage. On vous l'a démontré émission après émission. C'était impossible de fréquenter assidûment Jeffrey Epstein sans savoir qu'il avait des relations sexuelles avec des mineurs. Dans tous les cas, l'information, cette première breaking news, parce qu'il y en a une deuxième qui du coup évidemment va avoir moins d'impact que celle-là, parce que celle-là est vraiment énorme. Donc je vous confirme à nouveau qu'au mois de mai dernier, le département de la justice, Pam Bondi, a dit à Trump que son nom figurait de multiples fois dans le dossier Epstein. Si vous nous suivez sur cette affaire-là, depuis le 7 juillet, d'un coup,
Bon, ça faisait longtemps que vous avez vu la lumière, mais là, il n'y a rien de plus fort, que ça. On va voir évidemment la manière dont l'administration Trump va répondre. On vous a chroniqué, on va en reparler évidemment ce soir, comment Trump essaye de changer le narratif, de faire parler d'autre chose, et au moment où à chaque fois il pense qu'il va enfin décoller le sparadrap revient, et donc cette breaking news majeure, j'insiste, majeure du Wall Street Journal, ce qui est aussi la preuve que la démarche de Trump d'attaquer en diffamation et de demander 2 fois 10 milliards de dollars, du côté de Rupert Murdoch, on s'est dit, ça ne nous fait pas peur, on continue. Et donc cette révélation majeure qui affirme qu'au mois de mai dernier, dans la chronologie, on parlait de chronologie hier, on en parlait en introduction, dans cette chronologie, c'est une date extrêmement importante, c'est quand on prépare la sortie, l'examen de tout le dossier a été fait sous ordre de Kash Patel et sous ordre de Pam Bondi. De cet examen, il est arrivé que la conclusion, c'était que le nom de Donald Trump apparaissait plusieurs fois dans le dossier Epstein. On n'a pour l'instant pas plus de détails sur le contenu du dossier Epstein. Le seul élément de ce dossier que l'on connaît, c'est l'autre scoop publié par le Wall Street Journal, qui est donc la sortie de cette lettre envoyée par Trump via Ghislaine Maxwell pour les 50 ans de l'anniversaire de Jeffrey Epstein, avec ce dessin d'une femme nue dessiné par Trump, et ce texte entourant ce texte où Donald Trump parle de secrets, d'énigmes, etc., etc. Et donc, voilà, au mois de mai dernier, quelques semaines avant que Pam Bondi explique que l'affaire est classée définitivement, qu'ils ne sortiront plus de documents publics sur l'affaire Epstein, avec toute la polémique que cela a lancé. Donc cette révélation, Donald Trump, le nom de Donald Trump figure de multiples fois dans le dossier Epstein. Thomas, une réaction? Ouais, il faut rappeler cette histoire de timing. C'est exactement ça. C'est que ça fait des jours, des semaines qu'on voit Trump essayer de partir dans n'importe quelle autre direction, sauf la direction Epstein. Hier, on vous a parlé de cette breaking news déjà énorme que Mike Johnson, au niveau de la House, avait décidé de fermer, de renvoyer tout le monde en vacances plutôt que de voter sur avancer et continuer sur cette affaire Epstein. Boum, lendemain de ça, le Wall Street Journal remet le feu vraiment avec cette breaking news. On parlera que de ça aujourd'hui. Ouais, et puis on va les remercier parce que cette fois-ci, ils ont choisi un bon timing par rapport à l'émission. C'est pas au milieu de la nuit, c'est en prime time pour l'Europe. Et en fait, tu viens de relever un point extrêmement important. On vous a décrypté ici, analysé. Si c'est la première fois que vous découvrez notre émission, abonnez-vous, cliquez sur la notification, parce que des scoops, des révélations, on vous en a donné tous les jours dans nos émissions. On a d'ailleurs, si vous avez raté tout ça, on a une playlist sur l'affaire Trump-Epstein. Il n'y a pas d'autre mot que cette affaire Trump-Epstein cette fois-ci. Et donc, on vous avait décrypté comment Donald Trump avait été informé par le Wall Street Journal, parce que c'est comme ça que ça se passe en niveau de la presse. Lorsqu'on a un quotidien sérieux, on prévient en avance la personne qui va être accusée pour lui permettre de faire un commentaire. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que Donald Trump avait été mis au courant le 15 juillet, le 17 juillet, donc 48 heures avant, 48 heures après, le scoop du Wall Street Journal était publié. On imagine que c'est les mêmes délais. Et donc, cette fois-ci, parce que nous, ce qu'on avait pu étudier, décrypter, c'était comment entre le 15 et le 17, Donald Trump et son entourage, influenceurs, élus politiques, la Maison-Blanche, avaient commencé à sortir ces histoires d'un dossier qui était truqué, avec des tas qui étaient embêtants, avec des tas de fausses informations, et une responsabilité de Biden, Obama, etc., etc. On vous avait montré comment cet écran de fumée, cette tentative de diversion,
s'était construite. Nous sommes le mercredi 23 juillet, nouveau scoop du Wall Street Journal, et on se dit, OK, on est dans les mêmes délais. Ça veut dire quoi? Que lundi, très, très certainement, Donald Trump a été mis au courant de la publication lundi soir, à mon avis, en termes de délai, c'est pas 48 heures à chaque fois, mais lundi soir, il a été mis au courant du scoop à venir, hein, du fait que son nom apparaît de plusieurs fois, multiple times, dans le dossier Epstein. Et à partir de là, on revoit ces événements qu'on vous a décryptés, qu'on a vécu hier en direct, de Donald Trump qui est dans le bureau ovale et qui, pour la première fois, accuse un ancien président, Barack Obama, de trahison, de comportement séditieux et appelle à son arrestation. On a un autre, tiens, tu peux le montrer tout de suite, Thomas. On a un autre dans l'intro. On a un autre extrait de cette interview où Donald Trump disait que c'était le temps, que ce soit bien ou pas bien, juste ou pas juste, c'était le temps d'arrêter des personnes. Et donc, maintenant, à la vue de ce scoop qui est sorti le lendemain, on comprend pourquoi hier, Donald Trump a fait tous ses efforts pour occuper le terrain médiatique. Bon, l'effort a été un petit peu gâché parce que, comme vous le rappelez Thomas, la Chambre des représentants a été obligée de suspendre ses votes pour éviter un vote sur le dossier Epstein. On comprend aussi pourquoi on ne voulait pas ce vote sur le dossier Epstein. Mais en tout cas, voilà, Donald Trump hier a passé sa journée, Fox News a passé sa journée, tous les élus ont passé leur journée à dire Obama, 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 Obama. Ce matin, il y a eu une conférence de presse qui n'était pas prévue de Tulsi Gabbard en direct de la Maison-Blanche, pour encore en mettre une couche sur cette idée Obama. On comprend, on le savait que c'était une tentative de diversion, mais on comprend aussi la nécessité maintenant, l'urgence pour Trump de changer le narratif, en tout cas d'essayer, parce qu'il savait que le Wall Street Journal, il n'y a pas un scénario où Wall Street Journal n'a pas prévenu Donald Trump en avance. Il savait que ce scoop arrivait. Hein, je vous l'avais dit hier dans l'émission, et d'ailleurs plusieurs fois, je vous ai répété que toute la stratégie de Trump, elle est aussi fragile qu'elle est dépendante de scoops qui vont sortir dans la presse. À l'heure actuelle, je peux vous le dire, j'ai toutes les rédactions des États-Unis travaillent sur ce dossier-là. On va voir ce qu'a sorti CNN hier. Et donc, on voit ça. Donc, Thomas, est-ce que tu peux nous mettre Trump hier qui appelait, hein, c'est extrêmement grave, il appelait à des arrestations, que ça soit juste ou pas, il appelait à des arrestations. Vas-y, Thomas. Going up all the way going up to 2020 and the election. They tried to rig the election, and they got caught. And there should be very severe consequences for that. You know, when we caught Hillary Clinton, I said, you know what? Let's not go too far here. It's the ex-wife of a president, and I thought it was sort of terrible. And I let her off the hook, and I'm very happy I did. But it's time to start, after what they did to me, and whether it's right or wrong, it's time to go after people. Obama's been caught directly. So people say, oh, you know, a group. It's not a group. It's Obama. His orders are on the paper. The papers are signed. The papers came right out of their office. They sent everything to be... Voilà, c'est une breaking news majeure. Je suis en train de voir que Twitter est en train de prendre feu. Tous les journalistes des références sont en train de reproduire cet article du Wall Street Journal. C'est une information massive. Vous l'avez vécu en direct sur cette édition spéciale de La Chute. Si encore une fois, vous n'êtes pas abonné à notre compte et que vous ne nous suivez pas, c'est à ne plus rien comprendre parce que c'est exactement ce qu'on fait. Et donc, je répète, si vous venez de nous rejoindre, en mois de mai dernier, Pam Bondi, ministre de la Justice, a informé lors d'une réunion avec Donald Trump à la Maison-Blanche
Ces détails sont extrêmement importants. Vous allez voir dans quelques secondes. Elle a informé Donald Trump que son nom figurait plusieurs fois dans le dossier Epstein. Évidemment, il y avait d'autres noms, mais elle lui a confirmé, regardez ce terme, de multiples fois que le nom de Donald Trump, les enquêteurs du FBI ont découvert que le nom figurait plusieurs fois. Et donc, Pam Bondi and her deputy, c'est Todd Blanche. Soyons clairs, c'est Todd Blanche, le numéro 2. Donc, l'ancien avocat de Donald Trump ont informé lors d'un meeting à la Maison-Blanche que son nom était à l'intérieur du dossier. Donald Trump le savait. Pourquoi, je vous dis, Donald Trump le savait? Parce qu'on retourne justement dans cette fameuse journée du 15 juillet où Donald Trump vient d'être informé que le Wall Street Journal va sortir son premier scoop. On est le deuxième. Je vous avais dit, lorsqu'on avait traité ce premier scoop, que ce n'était que le départ, que le Wall Street Journal avait certainement ce qu'on appelle dans le milieu du biscuit, des informations à sortir en plus. Vous en avez la preuve, c'était le 17, une semaine après. C'est la torture du goutte à goutte, là. C'est du drip, drip, drip. Une semaine après le scoop du Wall Street Journal, vous en avez un deuxième qui est vraiment énorme. Et regardez, cette source, c'est Senior Administration Officials. Donc, plusieurs personnes et Senior Administration Officials, on ne sait pas exactement qui c'est dans l'administration, mais c'est pas un stagiaire à la Maison-Blanche, ça c'est quelqu'un qui est dans le cercle vraiment intime du bureau ovale. Ouais, et donc, pourquoi c'est important de revenir au 15 juillet, 24 heures avant la publication du premier scoop du Wall Street Journal? Parce que le 15 juillet, Donald Trump est interrogé sur ce meeting. Le 15 juillet, un journaliste de ABC News, on vous avait montré l'extrait, lui demande ce que Pam Bondi lui a dit au sujet, et il pose la question spécifiquement, est-ce qu'elle vous a dit que votre nom apparaît dans le dossier? Réponse de Trump, non. Elle m'a juste donné un briefing rapide le 15 juillet. Regardez, vous imaginez, vous êtes le Wall Street Journal et entre autres cette journaliste, on vous en a parlé, qui travaille sur cette affaire depuis 5 ans. Elle travaille sur l'affaire Epstein depuis 5 ans. Et vous avez Donald Trump qui dit non, elle ne m'a pas donné, elle ne m'a pas dit que mon nom était dessus. Et aujourd'hui, boum, le scoop qui sort, le Wall Street Journal qui donc annonce qu'au mois de mai, lors de cette réunion, contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, c'est un nouveau mensonge. C'est un mensonge supplémentaire de Donald Trump dans le cadre de l'affaire Epstein. C'est donc Donald Trump qui mentait, et on apprend aujourd'hui donc que Donald Trump a été informé ce jour-là par sa ministre de la Justice. Et évidemment, il y a une proximité, c'est quasiment une proximité, excusez-moi, je cherche mes mots, entre Donald Trump et le ministre de la Justice. La ministre de la Justice donc, lui a informé que je suis en train de vous sortir quelque chose d'autre parce que c'est la panique totale. Donc, lui a informé que son nom était impliqué dans ce dossier Epstein. Thomas, je t'envoie d'autres choses. Merci d'être là avec nous pour cette breaking news. Nous sommes 3000 en direct, donc si c'est votre première fois, abonnez-vous, parce que nous sommes en permanence en direct quand ça compte, comme maintenant, pour ces breaking news. Oui, et je vois qu'on a dépassé les 650 pouces, donc si vous aimez les breaking news, quand elles break, mettez votre pouce, c'est gratuit, c'est pas la première fois, c'est loin de la première fois qu'on a une breaking news avec vous en direct. Je repense à Butler, cette tentative d'assassinat, on était en direct quelques minutes après
Il y a eu tant de fois où on était là en direct avec vous, donc mettez votre sur de notification parce que des fois il y a des breaking news qui ne contrôlent pas les horaires Non. et on revient. Comme pour le premier scoop d'Epstein, on était là, même si c'était vraiment tard en Europe, on était là, donc abonnez-vous, mettez le pouce. On est à 700 pouces, vous êtes formidables, merci, le chat s'arrête pas, merci. Ouais, donc cette breaking news, je vais vous montrer dans ce que j'ai envoyé, dans ce que je viens d'envoyer à Thomas. Vous avez deux choses. Vous avez un tweet qui a été publié il y a quelques minutes par le FBI et vous allez voir combien le FBI, qui justement a fait sous les ordres de la ministre de la Justice, Pam Bondi, a fait cette analyse du dossier Epstein. Et donc, le FBI qui est en train de nous dire, voilà, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on vient de lancer une opération globale majeure. C'est très bien pour fermer les sites du dark web qui partagent du matériel sur l'abus sexuel d'enfants. C'est très bien, mais encore une fois, le timing qui est de dire, regardez, on est en train de faire des choses alors que la réalité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, cette breaking news. On va écouter Donald Trump. Je l'ai renvoyé à Thomas. Donald Trump qui était donc le 15 juillet et qui expliquait que non, il n'était pas dans le dossier Epstein. Vas-y, Thomas. Going up all the way. The Attorney General briefed you on the DOJ and FBI review, the findings of that review. The Attorney General briefed you on On that. what? On the On the DOJ and FBI on what? review. On what subject? Epstein. On Okay. Epstein, of the review of the files. Attorney General Pam Bondi. A very briefed you on that. very quick briefing. Did she tell you, what did she tell you about the review? And specifically, did she tell you at all that your name appeared in the file? No. She's given us just a very quick briefing, and in terms of the credibility of the different things that they've seen, and I would say that these files were made up by Comey, they were made up by Obama, they were made up by the Biden we went through years of that with the Russia hoax, with all of the different things that we had to go through. We've gone through years of it, but she's handled it very well, and it's going to be up to her. Whatever she thinks is credible. Et du coup, on regarde à nouveau le visage de Caroline Leavitt qui, sait qu'il y a ce scoop qui va sortir du Wall Street Journal et qui, était très certainement, ou a été informé en tout cas, de ce meeting, de cette réunion au mois de mai où on a informé Donald Trump de sa présence de multiples fois dans le dossier Epstein. Donc voilà, je trouve que c'est toujours extrêmement intéressant de faire ce travail d'analyse, de revenir sur des événements et se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et du coup, on comprend beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, Thomas, je viens de te renvoyer ce message-là. Nous sommes à 48 jours après ce tweet-là. 48 jours après ce tweet-là. Voilà, qui était au mois de juin. C'est pas impossible que Musk ait été bien informé ou que Musk ait profité de Doge, que Musk ait profité de l'installation d'un nouveau système informatique à la Maison-Blanche. On se rappelle que certains de ces ingénieurs avaient été quasiment arrêtés par le Secret Service alors qu'ils étaient sur le toit de la Maison-Blanche en train d'installer un système Starlink sans aucune autorisation. Oui. Quoi qu'il en soit, et je vous rappelle que sous ce tweet-là, Musk avait écrit un texte pour dire que de sauver ce tweet-là, il est sauvé, et que ça dirait, vous verrez qu'un jour, ça serait la vérité. Et donc, voilà. Et du coup, on passe d'une breaking news à une autre. On a une deuxième. On en avait prévu une. On en a 3 maintenant. Ouais. On en a 3 parce que, évidemment, c'est la panique du côté des Républicains. Et donc, breaking news à l'instant. Deuxième breaking news. Et si vous y voyez un rapport entre le scoop du Wall Street Journal et cette breaking news, vous avez bien raison.
c'est le texte de... donc c'est du côté des républicains. Cette fois-ci, c'est James Comer qui est en charge de ce qu'on appelle le House Oversight, qui est ce comité qui justement s'occupe de toutes les affaires, ça peut être de la finance, ça peut être de la justice, etc., qui envoie un subpoena, donc une convocation officielle pour avoir Ghislaine Maxwell pour qu'elle vienne témoigner devant le Congrès le 11 août prochain. Autant vous dire que le 11 août prochain, Soyez là. soyez là. Soyez là. Soyez là. Mais évidemment, cette nouvelle qui arrive, on verra si légalement c'est possible d'avoir quelqu'un qui est en prison, qui est dans une procédure, qui est au niveau de la Cour suprême et qui cette semaine, on va y revenir, va rencontrer Todd Blanche. Todd Blanche qui était à cette réunion où on a informé Donald Trump que son nom figurait dans les dossiers Epstein. On va voir si c'est possible. Mais évidemment, cette breaking news est à mettre en parallèle parce que d'un côté, on reproche, y compris dans le camp MAGA, y compris chez certains élus républicains, que les républicains font tout pour étouffer cette affaire. Maintenant, grâce au scoop du Wall Street Journal, vous savez pourquoi. Et donc, d'un côté, il y a tous ces efforts-là. Et là, on veut montrer, non, mais regardez, nous, on veut la vérité. C'est du même niveau que lorsque Donald Trump, la semaine dernière, a demandé à Pam Bondi et Todd Blanche de demander les dossiers du grand jury. Et à ce sujet, breaking news, c'est parti. Il nous faut une musique, il nous faut... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la troisième breaking news. C'est celle avec laquelle on devait débuter l'émission. Le juge qui est en charge du dossier Epstein en Floride vient de refuser, à l'instant, la sortie de ces documents en expliquant que légalement, il n'y a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire, que les mains de la... On va voir les différents extraits, que les mains de la justice sont liées par la nature de la loi en Floride sur le secret lié au grand jury. Je rappelle que le dossier qui est ici en jeu, c'est le dossier du grand jury en 2005. C'était très bientôt de 2005 et entre 2005 et 2007, donc sur la première affaire Epstein, qui s'était conclue par une peine qui était extrêmement favorable à Epstein, une simple peine de prison au niveau de l'État, une peine de prison emménagée où il pouvait passer ses journées dehors et venir le soir rejoindre sa cellule. Un deal qui avait été négocié par deux personnes, Alan Dershowitz, qui était l'avocat de Epstein de 2005 à 2008, qui est le stratège derrière cette négociation, qui est devenu ensuite l'avocat de Donald Trump au moment de son second impeachment, et qui depuis est un chroniqueur sur Fox News, en tout cas un invité permanent sur Fox News, où il prend systématiquement la défense de Trump. C'était le cas lors des différents procès, y compris celui où Trump a été reconnu coupable. Et face à lui, qui menait la négociation, c'était Alex Acosta. Et Alex Acosta, c'est lui que Trump a nommé ministre de son premier gouvernement. Il a été obligé de démissionner lorsqu'en 2019, Jeffrey Epstein a été inculpé une deuxième fois. Mais donc, vous voyez comment tous ces noms sont dans cet univers. Et donc, le juge dit, mais non seulement c'est impossible de rendre ces documents, mais parce que vous vous en rappelez, on vous avait montré la demande de Bondi. Regardez ce que je vais vous raconter, comment on est dans la manipulation. Lorsque la chronologie de cet événement-là, c'est Trump qui est accusé par tout le monde et qui dit non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je demande à Pam Bondi, du coup, de sortir ces informations-là. C'est transcript du grand jury. Tout le monde avait dit,
Bon, c'est pas certain qu'il puisse, mais surtout, ça n'apportera pas les informations qu'on nécessite. Un transcript d'un grand jury, ce n'est pas le dossier. Il n'y a pas de preuves, c'est juste quelques éléments que l'équipe du procureur utilise pour pouvoir inculper de manière complètement légale, donc inculper ici Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell. Et le lendemain, évidemment, Bondi et Todd Blanche, je vous le rappelle, l'ancien avocat de Donald Trump, on se retrouve avec des anciens avocats de Donald Trump de partout, et c'est pas fini. Donc, Todd Blanche avait dit qu'il venait d'envoyer ce courrier pour demander la sortie de ces informations du grand jury, qui aujourd'hui, avant que tout ça arrive, était encore une excuse que Mike Johnson a utilisée à la Chambre des représentants pour dire c'est pour ça. Non, c'est pas parce qu'on a peur qu'on a fermé la Chambre des représentants, c'est parce qu'il y a cette démarche qui est en cours, le président veut de la transparence, etc., etc. Et ils avaient publié, on vous l'avait analysé, on vous l'avait montré, ils avaient publié ce document où ils demandaient la sortie du dossier. Mais, et vous en souvenez, je vous avais mis l'accent là-dessus, c'était que le document qui avait été envoyé à New York pour la sortie du dossier Maxwell. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Et en note de bas de page, il y avait écrit que le même document, la même demande avait été faite du côté de la Floride où avait eu lieu donc cette instruction Epstein. Mais il n'avait pas partagé ce document. Toute la communication de la part de l'équipe Trump avait été sur ce premier document à New York. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, grâce au juge, et je pense qu'il a fait exprès, le juge donc, qui justifie pourquoi il refuse et qu'il décide de classer, on va voir la dernière page, de classer sans suite cette demande, case closed, on voit que c'est écrit, voilà, donc que donc du coup la pétition, la demande du gouvernement est rejetée et du coup on doit fermer ce dossier-là. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le texte, on apprend, je crois que je l'ai sauvé, c'était dans 5 minutes avant le début de l'émission, c'est une des raisons pour laquelle j'étais en retard, je pense que c'est l'extrait 4 peut-être, Thomas. On apprend que dans ce fameux document qui n'a pas été publié, Todd Blanche reconnaissait, regardez cette première ligne, que dans leur pétition, ils reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas sortir ces documents. Donc, politiquement, médiatiquement, publiquement, on demande la sortie de ces documents et lorsqu'on envoie la demande, dans la demande, on écrit que ce n'est pas possible de sortir ces documents. Nous sommes dans une affaire d'État vraiment à tous les niveaux. Il y a vraiment, nous en sommes là. Donc voilà, 3 breaking news majeures. Évidemment, la première et la plus importante, cette révélation aujourd'hui, à l'instant, du Wall Street Journal, qui donc nous raconte qu'au mois de mai dernier, il y a eu cette réunion au niveau de la Maison Blanche entre Pam Bondi et Donald Trump et Todd Blanche et le cabinet certains officiels autour de Donald Trump, vraisemblablement sa chef de cabinet, etc., où on lui a informé au mois de mai que son nom figurait de plusieurs fois dans le dossier Epstein. Voilà, c'est une manière complètement folle de commencer cette édition spéciale. Évidemment, tout au long de cette émission, je vais suivre ce qui se passe. On attend les réponses de la Maison-Blanche là-dessus. Mais nous sommes au cœur, hier je crois que c'était le titre de notre émission, nous sommes au cœur d'une affaire d'État.
Rien à ajouter? Crise, affaire d'État, et chaque breaking news prouve ça de plus en plus. Et on voit vraiment l'exemple de Trump qui s'enfonce mensonge après mensonge pour essayer de couvrir un problème, une fuite. Et bien, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Je suis impatient de voir pas que comment Trump va répondre, mais j'imagine que le public américain, l'Internet en général, d'avoir cette breaking news. Et encore une fois, on vous rappelle que hier, il y a eu cet effort d'envoyer le gouvernement en vacances plutôt que de répondre au dossier Epstein. Je crois que ça prendra vraiment feu. Ouais, on a une autre breaking news. Ah, non, je viens de dire qu'il y en avait 3 dans le chat. Maintenant, je dois me corriger. Non, on dit jamais 203. Ben là, ça sera jamais 304. Nous avons à l'instant, grâce à Kathleen Collins, qui est donc la journaliste de CNN, la réponse de l'avocat de Maxwell, qui a très bien compris, et tout à l'heure, on va parler de l'avocat de Maxwell, David Oscar Marcus, qui donc réagit à cette demande de la part du House Oversight de convoquer officiellement. Hein, c'est une convocation auquel on est obligé de répondre. C'est pour ces raisons que, par exemple, Steve Bannon a fait de la prison parce qu'il a refusé de venir répondre à une demande officielle du comité sur le 6 janvier. C'est pour cette raison que Hunter Biden était venu, on s'en souvient, finalement, après plusieurs mois d'avoir refusé de le faire, il était venu témoigner parce que c'est une demande officielle. Et l'avocat donc vient de dire à CNN que ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va prendre une étape après les autres. Pour l'instant, nous, notre priorité, et apparemment Ghislaine Maxwell est très impatiente de rencontrer Todd Blanche, ancien avocat de Donald Trump. Il a annoncé que ça serait lui, personnellement, qui irait rencontrer Maxwell. Hier, je vous ai expliqué comment le renvoi de Comey s'inscrit, donc de Maureen Comey, qui est l'ancienne procureure qui était en charge de ce dossier-là, et le fait qu'elle ait été renvoyée dans une chronologie complètement folle. Elle a été renvoyée le 18, donc le lendemain de la publication, lorsque du côté de Trump, on a dû se rendre compte que la porte de sortie ultime, et vous allez voir, je vais vous expliquer plus tard pourquoi je n'y crois pas, que cette nouvelle porte serait un témoignage en sa faveur de Ghislaine Maxwell. Là, on voit que du coup, son avocat dit on verra plus tard. On n'est pas encore là au 11 août. Nous, dans les jours qui arrivent, cette semaine, on va rencontrer Ghislaine Maxwell. L'idée, évidemment, c'est de négocier. Hein. L'avocat ne s'en cache pas. Le frère de Ghislaine Maxwell ne s'en cache pas en expliquant qu'il remerciait le président Trump. Hein, c'était vraiment le sens de leur déclaration aujourd'hui et lors d'interviews. Il remerciait le président Trump de sa volonté d'écouter Ghislaine Maxwell. C'est quelque chose qu'on va développer un petit peu plus tard. Et le truc, c'est de dire... on verra si le 11 août, on est encore en prison ou si on a négocié une remise de peine ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez eu une breaking news, une deuxième breaking news, une troisième breaking news, une quatrième breaking news, début d'émission complètement fou. C'est pas fini, c'est une édition spéciale de La Chute. Les dernières révélations. On continue tout de suite après.
Comme Phil l'a dit dans le chat, vous avez commencé avec 45 minutes de breaking news et c'est pas une blague, c'est 45 minutes de breaking news. C'est une émission. Sans fin. Ça aurait pu être une émission. On aurait pu arrêter là et en disant cette émission a duré 45 minutes. Ouais, une édition spéciale Breaking News. Et en plus, c'est le titre, hein, les dernières révélations. Ben là, c'est les toutes dernières Ah, voilà. révélations. Là, pour le c'est- coup. Elles sortent du four là. Hein, Ouais, ouais. ouais. Fresh off the press, merci beaucoup à tout le monde. On a dépassé les 900 pouces. Incroyable, merci beaucoup. On est sur le chemin des 39 200 pour ce soir et ça veut dire qu'on est encore plus proche des 40 000 soirées cadeaux. Et si vous voulez avoir les cadeaux, soyez dans le chat YouTube comme ça, vous pouvez les avoir. C'est gratuit, 100% gratuit. Soyez là, soyez là. Merci beaucoup, un énorme merci pour Marie pour ces 2 breaking news. On voit que le message est un peu daté parce que ça en fait 4 de breaking news énormes. Comme le dit Richard, merci beaucoup Richard pour ton soutien et d'être là. Merci à tout le monde. Thomas, je ne sais pas combien de messages on a déjà fait là, mais... Plus de 2000. Et oui, on va voir la suite, Richard. On sera là ensemble pour la suite. La suite, on commence déjà à la voir avec ses réponses d'autres breaking news, Maxwell au milieu, tout le reste. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui est là. Si c'est votre première fois ici, c'est pas la première fois qu'on fait une émission comme ça où on est en direct avec des breaking news. Et bien évidemment, on va avoir notre dossier. Là, je vois qu'il y a eu tant de dossiers qui ont été envoyés à Thomas parce que le dossier n'était pas assez costaud. Donc, je sais même pas comment on va faire pour faire tout ce qui était prévu aujourd'hui parce il faut revoir toute l'émission comme ça. Ne tiendra le concept du plan sans filet, il va falloir parce que je vais pas encore une fois vous retenir jusqu'à plus d'heures. Après on me dit vous nous empêchez de dormir, c'est une drogue maintenant média. Je n'arrive pas à manger, etc. Voilà, on peut pas vous mettre dans cette position. En résultat, regardez, on nous envoie des cookies, du miel, du thé. Il y a une rêve cookies biscuits que je comprends absolument pas, mais bon, je veux pas savoir. On a tellement de choses à couvrir aujourd'hui. Merci en tout cas d'être là. Merci de votre soutien. Maintenant, Breaking News, très bon. Très bon. Kate, donc, voilà, vous vous abonnez, vous cliquez sur la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines. Vous voyez, là, on en a eu 4 en début d'émission. Le timing était vraiment excellent pour vous tous. Et c'est sûrement pas la dernière, vu qu'on n'a pas encore une réponse officielle de la Maison-Blanche. Non. C'est possible que pendant notre émission, qui ne durera pas 45 minutes, qu'on aura encore la réponse de Trump. Okay. Ou au moins de Pam Bondi ou quelque chose comme ça. On est d'accord. On va voir ce qui se passe. Évidemment, vous restez en direct avec nous et je vous promets qu'on ne va rien rater. Si vous avez envie de savoir ce qui est en train de se passer, vous ne raterez absolument rien. Donc voilà, Thomas, est-ce qu'on peut aller sur on peut ouvrir un dossier ? On va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps au conducteur de cette émission qui vient d'exploser en vol. En parlant d'exploser en vol, les médias américains commencent à réagir à ce scoop du Wall Street Journal. Je vais vous montrer la une du Drudge Report. Plusieurs fois, on en a parlé de l'impact de ces unes du Drudge Report. C'est un site qui est vu plus de 100 millions de fois par jour. Et donc, voilà, le département de la justice a dit à Trump qu'il était dans le dossier Epstein. Nous sommes au milieu d'une affaire d'État. Il y avait quelqu'un qui disait à un moment, je crois que c'était sur un des commentaires sur mon compte de Blue Sky, qu'on était quasiment en niveau Watergate, mais le niveau de Watergate, ça fait
20 jours qu'il a été explosé, dépassé. Et c'est pas ce titre-là qui va rajouter à tout ça, parce que nous sommes vraiment dans une crise majeure où, du coup, à mesure que ces révélations arrivent, hein, je vous l'avais dit encore une fois, le fait que le problème de Donald Trump, c'était que toute sa stratégie de communication, d'enfumage, elle était liée au fait qu'il n'y aurait plus d'autres informations qui sortent, que c'était juste le scoop du Wall Street Journal et que ça s'arrête là. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il est dans cette situation extrêmement compliquée. Donc, je viens de vous montrer le Drudge Report. Hein, encore une fois, pensons à la portée de ce titre-là. Je vais vous montrer dans quelques secondes. Thomas est en train d'installer la vidéo, comment le CNN est parti eux aussi en mode breaking news, hein, en mode breaking news comme nous, pour annoncer cette information majeure. Donald Trump, depuis le mois de mai, c'est de manière officielle que son nom est dans le dossier Epstein. Hein, c'est la nouvelle majeure. On pourrait faire une émission rien que sur les conséquences de cette affaire. Je suis en train d'un petit peu voir justement comment modifier ce conducteur. Thomas, est-ce que tu es prêt? C'est parti. CNN en mode breaking news. Previously, we do have some new reporting into CNN, and this is, well, it's a story from the Wall Street Journal. The Wall Street Journal is reporting that in May, Attorney General Pam Bondi and her deputy informed the president at a meeting in the White House that his name was in the Epstein files. This is reporting now in the Wall Street Journal. We should note that CNN has not independently confirmed that information. C'est excellent, on les voit pareil que moi, ils ont leur téléphone, ils sont en train de s'envoyer des messages, d'essayer de lire l'article, et on voit que c'est un énorme scoop de la part du Wall Street Journal, parce qu'ils disent que même de leur côté, ils n'ont pas réussi à confirmer cette information. C'est vraiment une exclusivité du Wall Street Journal. On va encore une fois les féliciter pour leur travail d'enquête. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir combien de fois, hein, si vous revenez sur nos émissions, pas sur Epstein, mais toutes les émissions que l'on a fait sur des tas d'autres sujets, où on vous a mis en avant la qualité du groupe de journalistes d'investigation du Wall Street Journal. Ils font partie des meilleurs des États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer ces scoops-là. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que des journalistes du premier scoop Wall Street Journal avaient encore travaillé sur celui-là? Est-ce que l'article est signé par certains des mêmes journalistes? Je vais vérifier, mais c'est une très très bonne question. Je retourne sur le Wall Street Journal. On avait vu d'ailleurs que une des journalistes qui avait participé... Non, ce ne sont pas les mêmes journalistes. On a vu qu'il y avait une qui avait Donc ça veut dire qu'il y a toute la rédaction du Wall Street Journal qui est dessus. Et qu'on avait suivi depuis un article qui datait, je crois, 2020 aussi. Ouais. Donc voilà, le Wall Street Journal était en mode all hands on deck, quoi. Ils vont gagner des abonnements, ça c'est certain. Ils vont faire comme nous, ils vont avoir des pouces et des abonnements. Donc voilà, et évidemment tout le monde est en train de comprendre que cette conférence de presse, il y a 1 heure, je vais vous envoyer, tiens Thomas, je vais t'envoyer l'extrait vidéo clé de Tulsi Gabbard, parce que ce sont des informations qui sont extrêmement graves. Donc il y a 1 heure, depuis la Maison Blanche, parce que évidemment on est intéressé aussi par tout ce qui est la communication visuelle. Lorsqu'il y a une conférence de presse, il y a 2 choses qui comptent. Il y a ce qu'on appelle le backdrop, donc ce qui est derrière elle. Donc là, vous allez voir, il y a le drapeau des États-Unis et, je viens de te l'envoyer, il y a le drapeau des États-Unis et le fond White House. Donc c'est le côté extrêmement important. Et puis, vous allez voir, c'est sur Fox News, le bandeau qui donne l'information, qui déjà réaffirme l'information d'une manière résumée et qui donne l'information aux gens qui sont dans un aéroport, sont dans un restaurant, sont dans une boutique ou au fond, il y a la télévision. C'est très fréquent aux États-Unis et du coup, voit qu'il y a un événement majeur. Hein, on est en mode breaking news et cet événement majeur, sans avoir le son, ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, vas-y Thomas, ça c'était il y a 1 heure.
Et pendant qu'on regarde ça, je vais t'envoyer, Thomas, quelques réactions maintenant lorsqu'on compare avec le Wall Street Journal. Obviously, we do A brief summary of the details that you'll find within the House Majority Staff's report in their investigation into the Obama-directed January 2017 Intelligence Community Assessment that leads us to the very same conclusion that we announced in the release of our documents on Friday. The implications of this are far-reaching and have to do with the integrity of our democratic republic. It has to do with an outgoing president taking action to manufacture intelligence to undermine and usurp the will of the American people in that election and launch what would be a years-long coup against the incoming President of the United States, Donald Trump. Thank you. Donc vous voyez le côté solennel de la déclaration extrêmement sérieuse de Tulsi Gabbard qui lit un communiqué de presse. Caroline Leavitt lui a laissé sa place. Et donc, elle accuse à ce moment-là. On est moins d'une heure avant la publication du scoop du Wall Street Journal. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde au niveau de la Maison-Blanche sait que ce scoop va sortir. Et donc, on est là à accuser Obama à avoir tenté un coup d'État contre Donald Trump. On est passé de la trahison au coup d'État. Et donc voilà, vous avez la réponse. Donc là, c'est Sarah Longwell, je vous l'ai déjà mis en avant, c'est une ancienne républicaine. Hein, c'est quelqu'un qui a travaillé pour des élus républicains et qui s'est opposé à Donald Trump il y a quelques années. Elle est la fondatrice de cette source que j'utilise très souvent qui s'appelle The Bulwark. Et donc, vous voyez, elle explique que, donc voilà, on dirait que c'est évident que la conférence de Tulsi Gabbard était une manière de distraire par rapport à la publication à venir de ce scoop du Wall Street Journal qui nous expliquait que Trump est dans le dossier Epstein. Cette fin de phrase, si tu peux la remettre 2 secondes, Thomas, parce que quand on est dans le show, là, dans la breaking news, on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'impact de cette phrase « Trump is in the Epstein files ». Trump est dans le dossier Epstein. Ouais, c'est d'un côté, on se dit oui, on le sait. Hein, on vous a raconté émission après émission pourquoi il figure dans ce dossier-là, mais de le voir écrit, Trump est dans le dossier Epstein. C'est vraiment impactant. C'est vraiment comme impactant. Le Drudge, voilà, qui exactement. J'ai le même réflexe là de voir que c'est le Department of Justice. C'est les gens qui ont créé, qui ont le dossier, qui disent à Trump, t'es dans le dossier. C'est énorme, c'est historique quand même comme moment d'avoir cette confirmation, surtout quand on pense au contexte. Et je mets bien aussi ce tweet que tu nous envoyais de Lincoln Project, évidemment, qui répond à Tulsi Gabbard et cette conférence de presse en disant, ben voilà, la raison pour laquelle Gabbard n'avait rien à dire par rapport à Trump et Epstein, c'est parce que à ce moment-là, il fallait pas encore faire la diversion. Mais là, avec tout ce qui tombe, c'est pas cette conférence de presse de Gabbard qui va changer les choses. Hein. Oui, en anglais, on peut dire quand quelqu'un parle sans rien dire qui gabe. Donc là, on peut dire que Gabbard is gabbing. C'est sûr que là, ouais. C'est encore une fois, quelqu'un avait dit que personne n'en parle de cette histoire d'Obama parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et c'est vraiment le truc d'avoir quelque chose de confirmé de ce que quasiment tout le monde était certain de ça, que Trump était dans le dossier Epstein. Et il y avait trop de preuves, trop de photos, trop d'histoires pour pas avoir cette information, de savoir que maintenant, ça fait depuis mai qu'ils sont au courant officiellement et qu'ils n'ont rien dit. C'est la carotte, elle est bien cuite. Ouais. Merci d'avoir meublé un peu comme Ikea. D'avoir meublé un peu comme Ikea. Évidemment, hein, nous sommes en direct, nous sommes en mode breaking news. On essaye de vous partager, toutes les informations qui sortent
à mesure. Hein. C'est comme vous avez le sentiment, vous voyez l'image d'un barrage. Hein. Le barrage vient de craquer et ça part dans tous les sens. On va voir une nouvelle vidéo de CNN qui en parlait. Et puis, vous savez quoi? Juste après, on repart en mode breaking news. On est déjà... Summary of the details. I would also just hearken back to a moment on the South Lawn about a week ago when a reporter asked President Trump the direct question, did Pam Bondi tell you that your name was contained in the Epstein files? And President Trump at the time kind of brushed that question off, saying, no, and he said that Pam Bondi was doing a great job. Of course, now we know, according to the Wall Street Journal, that the president did in fact know that his name was contained in these files. Now, according to the Wall Street Journal, his name was one of hundreds that was contained in that document, and the president's officials told him that it contained a number of hearsay, and they decided in that briefing, or they informed the president in that briefing, that they wouldn't be releasing any more information, is ultimately what caused all of this furor and caused this break with the MAGA base. Voilà. On part en 2 secondes, on fait une petite pause, le temps de recadrer tout ça et on part en nouveau en mode breaking news sur les détails de ce scoop majeur du Wall Street Journal. Ne bougez pas, restez là, abonnez-vous. En attendant, cliquez sur cette notification, mettez vos pouces. On revient tout de suite pour une nouvelle breaking news. Voilà, bienvenue dans cette édition spéciale de la chute. Donald Trump, les dernières révélations. Et lorsque on a décidé ce titre, les dernières révélations, on a tout un dossier de dernières révélations. On ne l'a pas encore commencé parce qu'on est vraiment au cœur de l'actualité. Je vous rappelle cette breaking news majeure qui change tout. On va voir le Wall Street Journal, on va voir le titre de Drudge Report dans la foulée. Donc ce scoop du Wall Street Journal qui nous informe qu'au mois de mai dernier, le département de la justice, Pam Bondi, qui était accompagné de Todd Blanche et apparemment d'autres personnes, on va revenir sur ce sujet-là dans une prochaine breaking news, à tout de suite, a informé Donald Trump que son nom figurait de multiples fois dans le dossier Epstein, lançant le cover-up le plus important depuis l'histoire du Watergate. Ça me rappelle évidemment la formule de Dean Anderson, qui avait été évidemment un des conseillers de Trump, qui avait qui avait décidé de collaborer avec la justice, pas Dean Anderson, John Dean, excusez-moi, qui disait « Cover-ups just don't work ». Et les cover-ups ne fonctionnent pas. Donc, c'est volonté d'étouffer la vérité. Donc voilà. Donc, breaking news. Là, ça, c'était la breaking news de départ. Et donc, on arrive à cette nouvelle breaking news révélée par Ben Pershing. Donc, Ben Pershing, c'est qui ? Ben Pershing, c'est un éditeur, donc c'est quelqu'un qui travaille à CNN au bureau de Washington. Et avant de travailler à CNN, il travaillait au Wall Street Journal. Hein, juste pour que vous compreniez la connexion. Et non, on va voir son dernier tweet. Et ce tweet, son illustration, ce n'est pas lui, c'est un Lego. Mais voilà, c'est Ben Pershing, c'est son compte. Son compte officiel. Et donc, il révèle, nouvelle breaking news, que
Kash Patel, qui a fait toute une carrière, tout un commerce sur il faut sortir le dossier Epstein, qui est monté au front après justement le rapport de Pam Bondi en expliquant qu'il n'y avait rien à voir à ce moment où Dan Bongino, dont on n'entend plus parler, avait refusé de retourner travailler au département de la justice, au FBI. Kash Patel a donc confié de manière privée à d'autres membres du gouvernement de l'administration Trump que le nom de Trump figurait dans le dossier. C'est qui vous démontre ce message de Ben Pershing, je vous rappelle, qui est supervising editor à CNN, ancien journaliste du Wall Street Journal, signifie que la totalité de l'administration, une grande partie de l'administration Trump était au courant que le nom de Donald Trump est dans ce dossier et donc mentent depuis des jours, des semaines maintenant, des mois pour protéger ce secret essentiel qui est celui du fait que Donald Trump figure dans le dossier Epstein. C'est énorme, non? Il y a tout qui, j'ai l'impression qu'il y a tout qui tombe en même temps. Oui, c'est important de le redire. Kash Patel, je repense à cette vidéo où Kash Patel explique que voilà, il faut sortir le dossier Epstein et que la seule personne qui a le pouvoir de le faire et la seule personne qui a accès à ça, c'est le directeur du FBI. Et le voilà maintenant directeur du FBI. Mais regardez, c'est breaking news sur breaking news. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, affaire d'État, voilà. C'est une affaire d'État, l'Epstein Gate, c'est exactement ça, Louise. On est évidemment très honoré de chroniquer cette affaire-là depuis des jours avec vous et que tout ça se passe en direct. Je ne sais pas comment Cody fait dans le chat parce que ça n'arrête pas une seconde. Je ne sais pas comment Thomas fait parce que je lui envoie des choses toutes les 2 secondes et je ne sais pas comment je fais de vous parler et d'essayer de suivre. Vraiment, tout à l'heure, quand je vous expliquais que c'était comme un barrage qui venait de rompre, nous sommes exactement dans ça. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et c'est là la difficulté au niveau de Donald Trump de se dire comment on va gérer cette tsunami de révélations autour de son amitié, encore une fois, de 17 ans avec Jeffrey Epstein et le fait qu'il a tout essayé pour dissimuler la vérité jusqu'à, il y a encore une heure, via Tulsi Gabbard, d'accuser un autre président des États-Unis d'être responsable d'une tentative de coup d'État. Sur des années. Sur des années, oui, en plus de ça. Donc, c'est une tentative de coup d'État extrêmement particulière. Mais donc, voilà, c'est tout en train. Vous le vivez en direct, très fier de vous offrir ce moment-là. Nous sommes en train de le vivre en direct. C'est un moment historique de la présidence de Donald Trump qui va avoir des conséquences. Thomas, je t'ai envoyé d'autres. Je ne sais même plus ce que je t'ai envoyé. Si tu peux nous montrer, vas-y, on va revenir évidemment. On a 3 tweets de Elon Musk. Pour l'instant, il n'a pas réagi, mais tout à l'heure, je vais vous parler de la première partie de ce tweet-là. Vous voyez donc la deuxième où il disait qu'il fallait garder ce message-là parce que la vérité allait sortir. N'oubliez pas, il avait fait le même traitement, il avait donné aussi à Bannon, oui. En disant que Bannon is in the Epstein files. Bon, ça c'était quelques jours plus tard, mais voilà. Donc on repense à tout ça qui est un peu déclenché quand même. C'est cette bombe de Elon Musk qui avait pris des millions de vues en quelques minutes. Et nous voilà aujourd'hui vraiment au cœur d'une affaire d'État, au cœur d'un scandale, d'une affaire énorme. Du scandale. Je crois que vraiment là, il n'y a rien de plus grand et que la Terre un peu arrêté de tourner là. Parce que c'est que ça, je reçois des messages de personnes qui ne sont pas du tout dans la politique en me disant « Est-ce que tu as vu Je crois que c'est fini, je crois que les MAGA vont plus être là. » Et
c'est vraiment un impact énorme On aux verra, États-Unis. ouais, comment ça réagit. Non, ça va être un impact. Et il y a d'autres signes de cette crise. Des informations que je vous partage là, et je vais vous partager mon intuition à ce sujet-là. On verra si le temps me donne raison ou pas. C'est que tout le système de protection de Donald Trump repose sur cette espèce de pouvoir absolu qu'il a sur son cabinet et sur le Congrès. Et donc, la seule manière dont Donald Trump puisse réussir à passer à travers cette frontière, cette tempête, c'est de se dire, voilà, il y a une vision, il y a un front uni au niveau de mon cabinet et un front uni au niveau du Congrès qui me soutient quoi qu'il arrive. On vient de voir, grâce à tous ces scoops, le Wall Street Journal, la révélation. Donc, Bondi a dit à Trump qu'il était dans le dossier Epstein. Kash Patel, qui a dit à plusieurs membres du gouvernement qu'il savait que Donald Trump était dans le dossier Epstein. Ça veut dire que cette espèce de front uni autour de Trump au sein de son administration est en train de se fissurer. C'est la première étape. Après, on fait ensemble cette enquête en direct où on essaye de mettre des morceaux de puzzle. La question, c'était de se dire comment le Congrès va réagir. Pour l'instant, on a vu hier cette décision de Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants, qui était de dire on arrête les débats. Et ce que j'allais vous dire plus tard dans l'émission en disant c'est un cadeau empoisonné que venait de faire Mike Johnson. C'était évidemment pour offrir du temps à Trump pour aller négocier avec Maxwell. C'est clair que c'était le plan. Ce plan vient d'être détruit avec cette révélation, parce que maintenant, si vous avez Maxwell qui dit oui, mais non, Trump ne figure pas dans le dossier Epstein, non, mais Kash Patel a dit que oui. Pam Bondi a dit que oui. Donc, vous voyez cet impact. Et, pourtant, ça. Mais bien sûr. Oui. Et l'autre impact dans ce puzzle qu'on essaye ensemble en direct de résoudre, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la sonnette de notification, qu'on essaye ensemble de résoudre, en tout cas d'en résoudre certains aspects, c'est la solidité du soutien à Trump une fois que le navire, le Titanic, se met à couler. Est-ce qu'ils vont être comme l'orchestre du Titanic et ils vont l'accompagner dans sa chute jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont sauter dans les j'ai oublié le mot, de sauvetage, en tout cas. De sauvetage. Non, dans les petits bateaux. Mais bon, t'as compris, c'est la fatigue à ce moment-là, et c'est d'essayer de suivre toutes ces informations. En même temps, j'ai déjà au niveau des yeux, c'est extrêmement difficile. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que on va mesurer la force ou la fragilité de ce front d'élus. Et quand je vous ai expliqué que c'était un cadeau empoisonné que venait de lui faire Mike Johnson, c'était que de dire, voilà, on repousse, on prend les vacances jusqu'au 2 septembre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on savait que peut-être s'il ne se passait rien entre-temps, le 2 septembre, Thomas Massie et Ro Khanna allaient revenir à la charge en disant, mais attendez, regardez, nous avons suffisamment de signatures, nous avons tous les démocrates. Dans les co-sponsors de ce bill-là, vous avez quelqu'un comme AOC et vous avez quelqu'un comme Marjorie Taylor Greene. On a le double de voix républicaines dont on a besoin, et on va remettre ça. Cette idée de se dire que ça allait s'arrêter pendant l'été et qu'on allait revenir en disant finalement, pendant les vacances, j'ai changé d'avis, parlons d'autre chose, c'était pas le cas. Et donc, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, c'est cette force, cette majorité. Et ce matin, du côté du Sénat, donc il y a les deux chambres aux États-Unis. Vous avez donc qui forment le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Du côté du Sénat, on a vu ce front pro-Trump qui commençait
à se fissurer. Est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient au courant du scoop qui allait arriver? C'est possible, c'est pas certain, mais regardez ce scoop de Axios qui nous expliquait que du côté de Thiel, c'était ça, vas-y Thomas, c'est dans Introduction, tu dois la voir. Ça arrive là dans Axios, oui, c'est Thiel là qui annonçait, qui demandait en tant que sénateur, même s'il s'est opposé à Donald Trump et annoncé qu'il prendrait sa retraite prochainement, il expliquait, sortez ce sacré, on va dire comme ça, ce sacré dossier Epstein. Donc, c'était une voix quand même de désaccord. On va écouter, on va regarder d'abord ce tweet complètement fou de Thomas Massie qui s'en prenait, vous allez voir, donc Thomas Massie, élu républicain du Kentucky, qui est le co-auteur de ce projet de loi pour rendre public le dossier Epstein. Évidemment, le dossier Epstein, ce qu'ils ne veulent pas rendre public, ce sont les noms des victimes et les images de pédophilie. C'est absolument pas le dossier. Et regardez cette attaque de Thomas Massie qui taguait le speaker Johnson en lui disant pourquoi tu es en train de bon, c'était en réponse à cette décision d'arrêter les votes au niveau de la Chambre des représentants en disant mais pourquoi en fait tu protèges un réseau de trafic pédophile en disant qu'en plus en prétendant que c'est une affaire politique, ça ne l'est pas. MAGA a voté pour ça. Et regardez, écoutez, on va écouter la première minute de cette déclaration de Thomas Massie pour vous dire comment il était motivé, dire non mais à la rentrée on va en remettre une couche. Vas-y, Thomas. President's consultants have spent $1.8 million against me, and I got a new tweet last night, or a Truth Social last night, and clearly that was because I've done this Epstein file. Like, dogs don't bark at parked cars, right? This bill is moving. This is coming to a vote. We've got enough Republican co-sponsors of the bill, twice as many as we need right now, such that when they sign it, and every Democrat signs this, we're going to force a vote on it. It's not going away. Voilà, vous avez Thomas Massie qui dit non mais vous inquiétez pas, ils ont fermé le Congrès, ils vont pas pouvoir le fermer à vie. Nous, à la rentrée, on a suffisamment de signatures et on va forcer ce vote. Il va y avoir ce vote au Congrès. C'est encore un signe de fissure de savoir qu'il dit on a le double de ce qu'on avait besoin de républicains. Et là, il y a quelques minutes sur CNN, une des élus les plus pro-Trump, Nancy Mace, qui vient d'annoncer, évidemment, à vous de voir s'il y a un rapport avec ce scoop du Wall Street Journal, et si on se dit, OK, autant préparer l'avenir parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, de dire qu'elle a décidé d'apporter son soutien à cette procédure de vote pour sortir le dossier Epstein. Vas-y Thomas. They need one Republican to vote for it. Congresswoman Nancy Mace of South Carolina just told me moments ago she plans to vote for this measure after getting some changes that she expects to get to redact the names of the victims here. But this is what she just told me moments ago, that she plans to vote in favor of this Democratic effort to subpoena for these files. So I will amend the motion or do my own motion, and I've requested that the ranking member amend it, so we're negotiating that right now. I think it's very important. I will be supporting it, but it's very important that we protect victims. You'll be supporting the motion? For sure. Yeah, and I'm going to amend the motion to protect the identity of the victims. I think that should be first and foremost. As someone who's fought to protect women and kids. Donc, vous voyez, Thomas va vous le mettre dans le fond pendant que je vous parle, c'est-à-dire qu'au même moment, en bandeau, vous avez cette breaking news majeure avec laquelle on a débuté l'émission, le fait que le département de la justice a informé Trump que son nom figurait de multiples fois dans le dossier Epstein,
qu'en même temps, le juge fédéral du côté de la Floride venait de dire que non, on ne va pas sortir le dossier Epstein de la première affaire en 2008, mais que de toute manière, vous le saviez, parce que vous nous aviez dit dans le document qu'on ne pouvait pas le faire, donc vous avez complètement raison. Et donc, vous voyez que, alors qu'on répète ça, vous avez quelqu'un qui est un des soutiens les plus importants de Donald Trump et qui avait annoncé jusqu'à présent qu'elle n'apporterait pas son soutien, qu'elle ne votait pas. Elle dit non, il n'y a plus aucun doute, je vais voter en faveur. C'est même pas de signer ça, c'est je vais voter en faveur. C'est-à-dire que le moment où ça arrive à l'élection, Thomas Massie vous a dit qu'il y a suffisamment de signatures pour forcer un vote. Elle dit, moi, en tant que républicaine, je vais voter avec les démocrates. Et ça, si ce n'est pas le signe d'une fissure, ou en tout cas de se dire, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que Trump va survivre à cette crise politique? Peut-être que Trump va réussir à survivre à cette crise politique et évidemment, Nancy Mace rentrera dans les rangs. Mais on commence à préparer le terrain en disant, voilà, s'il y a un problème, je pourrais retourner demander mes électeurs, parce qu'il y a les élections de 2026 qui arrivent, en disant, mais regardez, non, ça c'est Trump. Moi, j'ai voté pour. On ne pourra pas me dire que j'étais dans le même bateau. Et c'est la première fois qu'on voit ça, la première fois qu'on voit des Marjorie Taylor Greene, des Nancy Mace, des Lauren Boebert, etc. se dire, je pense plutôt à moi que Trump. Je pense plutôt à se dire, d'accord, qu'est-ce que le public va penser de ça? Il n'y a jamais eu ce genre de démarche des républicains, des républicaines d'aller voter avec AOC. Pour la même chose. Oui. C'est nouveau. Mais il n'y a jamais eu quelque chose comme ça, parce que de défendre ICE, tu peux trouver des manières de le faire. De défendre les frais douaniers, tu peux trouver une manière de le faire. De défendre toutes les je sais pas, les idées de Trump. On peut toujours trouver une manière de le faire. Bien sûr. Mais là, sur cette affaire-là, qui implique les enfants et tout ça, comment est-ce que tu peux défendre ça? Et surtout, de se dire, OK, dans 2 ans, quand il n'y aura plus Trump, parce que Trump, c'est son dernier mandat. Et je sais qu'il y a cette discussion de « Ah, il va revenir », mais beaucoup de personnes savent que c'est la fin. Comment est-ce qu'on va dire « Ok, j'ai encore 30 ans de carrière au Sénat ». Et comment est-ce que pendant 30 ans, je peux dire « Oui, j'ai défendu tous les trucs de Trump qui n'étaient pas bien, et en plus, j'ai défendu le fait qu'il était dans le dossier ». Politiquement, tu ne peux pas. Ouais, je ne sais pas si on l'avait dit. Non, tu as complètement raison, et c'est vraiment un point à garder en tête. C'est que c'est pour ça que le Parti républicain se retrouve complètement piégé. Je vais vous montrer d'ailleurs, avant qu'on fasse une petite pause, et nous sommes en mode breaking news, vous l'avez compris tout au long de cette émission. Évidemment, notez-le tout de suite, il y aura une autre émission demain à 21h, 15h, ou une partie du dossier qu'on ne va pas pouvoir traiter aujourd'hui parce que, évidemment, on ne va pas faire l'impasse sur cette breaking news et ses conséquences. On va le traiter demain. On a encore beaucoup de choses à vous partager, beaucoup de choses à vous montrer, mais on ne pourra pas tout vous montrer ce soir alors que nous franchissons la barre des 39 200 abonnés. Et donc, rendez-vous demain, 21h, 15h, pour une nouvelle édition spéciale de La Chute où on va continuer à avancer. Et effectivement, ces élections de mi-mandat vont être énormes. Évidemment, on va les suivre en direct comme personne d'autre, je vous le garantis. Vous le savez, si vous êtes habitué à nos émissions, vous avez vécu la campagne électorale avec nous. Il n'y a personne d'autre qui fait ce que nous faisons dans la sphère francophone. France, Belgique, Canada, etc. Je ne sais même pas si ça existe au niveau américain, c'est un autre débat, mais dans la sphère francophone, ça n'existe pas. Et donc, on va vous faire suivre cette campagne. Et là, d'un coup, vous avez quand même une nouvelle dimension, c'est que la campagne des primaires qui arrivent vont être un référendum pour ou contre Donald Trump dans le cadre de cette affaire Epstein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, ce que j'allais dire, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais moi, je vois de plus en plus annoncer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je vais avoir raison. On va voir ce qui va se passer. Il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir devant Donald Trump si, pas de cette affaire-là, une porte de sortie personnelle, si tout ça
continue à venir s'aggraver, s'il y a de nouvelles révélations, si peu à peu sa majorité à la Chambre des représentants et au Sénat l'abandonne, parce que la fidélité à Trump, la limite de la fidélité à Trump, c'est l'impact que cela a sur la carrière d'un élu. Et si à un moment, la fidélité à Trump, ça veut dire que on se retrouve avec le risque de perdre son poste, on sait très bien comment la fidélité, elle va changer. Ouais. Ces gens qui sont élus, qui ont ces avantages qui n'existent nulle part ailleurs aux États-Unis, comme d'avoir 5 semaines de congés payés au milieu de l'été, d'avoir une des meilleures assurances sociales des États-Unis, avoir des salaires, des appartements de fonction, la possibilité de voyager à travers le monde en mission, ce ne sont pas des gens qui vont abandonner ce pouvoir comme ça pour venir soutenir un président qui a bientôt 80 ans. Ça ne se passera pas comme ça. Et donc, ça va être vraiment l'enjeu de cette campagne intermédiaire qu'on va vous faire vivre. Hein. Vous êtes désormais 39 201 personnes à le faire. Donc, d'être abonné, continuez à vous abonner, continuez à cliquer sur cette notification pour suivre tout ça avec nous. Et donc, moi, je pensais que, très sérieusement, qu'une des portes de sortie de Donald Trump, si cette crise s'intensifie et s'il sent qu'il perd sa main de fer qu'il a sur sa majorité, c'est d'utiliser les problèmes de santé qui ont été utilisés comme diversion à un moment par Caroline Leavitt et par la Maison-Blanche. À quel moment? La veille de la publication du scoop du Wall Street Journal, parce que c'était aussi une manière d'appeler au bon sentiment des Américains, de se dire « Mon Dieu, il est malade, il a des problèmes de santé. Bon, c'est peut-être pas très grave ce qui sort après. » Cette idée de problème de santé, c'est peut-être ce qui va lui permettre à un moment ou à un autre de sortir avant un impeachment, parce que c'est certain maintenant, il n'y a aucun doute, si les démocrates gagnent l'élection de mi-mandat, encore une fois, on est dans un enjeu essentiel, je peux vous dire qu'au premier jour, il y aura un impeachment de Donald Trump. Et s'il gagne la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, Donald Trump sera viré, you're fired, de la Maison-Blanche. Et donc, la porte de sortie par rapport à ça, bon, il y a des tentatives, on en reparlera, d'éplucher les listes électorales pour tenter de diminuer l'impact. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est pas simplement d'aller identifier des zones où il y a des démocrates, c'est qu'aujourd'hui, il y a des républicains qui, dans le cadre de l'affaire Epstein, vont voter contre Donald Trump et des républicains qui vont s'abstenir d'aller voter par rapport à cette histoire-là. Et donc, résultat, vous allez avoir des circonscriptions qui sont républicaines, plus 1, plus 2, plus 5, peut-être plus 10, qui vont basculer aux démocrates. Et donc, ce risque majeur pour Donald Trump, au lendemain de ces élections de mi-mandat, de se retrouver viré, d'être le premier président des États-Unis à être viré de la Maison-Blanche. Et pour éviter ça, la meilleure porte de sortie pour lui, c'est d'expliquer qu'à cause de ses problèmes de santé, il doit laisser la place à J.D. Vance. Donc, je ne sais pas si ça va se passer. Peut-être vous allez rire de moi dans quelques mois en disant « Mais ouais, c'est n'importe quoi, ça ne s'est pas passé. » Évidemment, les conditions de ça, c'est que Donald Trump voit l'impact sur sa majorité, que sa majorité le lâche. Mais ça va être intéressant. Mais encore une fois, pour vous montrer un nouvel exemple de combien les républicains sont piégés, je vais vous montrer cette vidéo j'avais sélectionné cette vidéo pour vous montrer comment cette volonté de changer le débat avec Trump et Obama et cette volonté de fermer la Chambre des représentants n'allait pas faire baisser la pression. Vous allez écouter cet élu, on est sur CNN, cet élu de ce républicain à qui on pose la question de savoir est-ce qu'il va utiliser le pouvoir qu'il a de convoquer, donc de convoquer des personnes impliquées dont les noms sortent dans le dossier Epstein. Et donc, vous allez voir, il explique que non, ça ne se fait pas vraiment dans le comité dans lequel je suis. Et on lui rappelle que lui-même l'a fait pour
Hunter Biden. Et donc, ils sont complètement piégés. Vas-y, Thomas. Would you ever use subpoena power to try to find out more information about Jeffrey Epstein? Well, you may use subpoena powers at any point. That is not a common thing that I have utilized within the Ways and Means Committee. But if I felt like that it was a priority for Americans, then of course. But like I said, this has not been something that's been a driving force. What people's cared about is the cost to put food on their table or the cost to put clothes on their backs. That's the focus they've had, or whether increase wages. And that is what our focus has been on the Ways and Means Committee. That's why we passed the One Big Beautiful Bill, did no tax on tips, no tax on overtime, tax relief for seniors, an increased child tax credit, increased standard deduction. We did all this for the American people because that's what we're hearing about. But you did use subpoena power with Hunter Biden. Exactly. We have the authority to use it, but that is the only time that I have used it. Like I said, our focus has been delivering relief for working families, small businesses, and farmers. That should be the priority. Epstein is not the priority of everyday American who's working 9 to 5, just trying to put food on their table, clothes on their backs, and gasoline in their cars. That is not their focus. All right, fair enough. And of course, I do take your point. Massive piece of legislation, Donald Trump's agenda did get through your committee, through the House of Representatives. Donc vous voyez, on vient parler de complètement autre chose et on revient à cette affaire Epstein et ils sont piégés parce que pendant 2 ans, lorsqu'ils ont eu la majorité à la Chambre des représentants, ils ont utilisé cette majorité à la Chambre des représentants pour pourrir les 2 dernières années de la présidence Biden en empêchant le passage de lois. Je vous rappelle que le dernier congrès qui a été donc remplacé après la victoire de Donald Trump est celui qui a passé le moins de textes de l'histoire des États-Unis, le moins de lois de l'histoire des États-Unis, parce qu'en fait, on était dans cette espèce de spectacle, la fameuse weaponisation de la politique pour avoir ces affaires en permanence, pour qu'elles s'inscrivent dans l'inconscient de l'électeur que le camp d'en face, c'était le camp des pourris. Et donc là, on est en train de dire non, mais l'affaire Epstein, c'est pas très très intéressant. Oui, mais est-ce que vous avez le pouvoir de convoquer des personnes, de les obliger à venir témoigner dans le cadre du dossier Epstein? Oui, non, mais on le fait pas, ça intéresse pas personne et puis c'est extrêmement rare. Oui, vous l'avez fait pour Hunter Biden, et là, vous avez le silence. Vous avez ces quelques secondes de silence à dire oui, non, mais ok, c'est la seule fois. C'est la seule fois, mais c'est pas ce qui intéresse les Américains. Et à mesure que ce genre de situation, vous voyez comment cet élu est mal à l'aise, on le sent au moment de cette interview, et c'est l'épée de Damoclès, il y en a plusieurs, c'est une des épées de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Donald Trump. Une des épées de Damoclès, ce sont les révélations sur le dossier Epstein, dont se scoop aujourd'hui du Wall Street Journal. Et puis l'autre, c'est de savoir si ces élus vont l'accompagner jusqu'au bout ou pas. Spoiler alert, ils ne le feront pas si l'affaire s'aggrave. On se retrouve dans quelques secondes.